Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, nous recevons Salza Bertin. Salza, bonjour! Bonjour Nicolas, merci de me recevoir, je suis contente. Et puis bonjour à tous nos internautes du Cercle Aristote. Oui, merci Salza de nous recevoir. Donc évidemment, ça fait des mois qu'on veut faire cette interview, mais il y a eu des problèmes techniques de part et d'autre, effectivement. Euh, Parce que tu as sorti en la première partie de l'année 2023, donc on est content de pouvoir faire cette interview en début 2024, tu as sorti ce livre que tu vas pouvoir montrer à la caméra. Ça s'appelle Vivre autonome, le survivalisme à la française, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, dans la collection du Cercle Aristote. Ceux qui n'ont déjà connaissent, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ouvrage, Salza, est-ce que tu peux en faire une petite présentation rapide pour dire un peu de quoi ça parle, qu'est-ce que tu as voulu, de quoi tu as voulu parler dans ce livre, Vivre autonome, le survivalisme à la française. Alors, ce livre, il a un titre et un sous-titre. Et en fait, c'est en détaillant légèrement le titre et le sous-titre qu'on peut comprendre. D'abord, je peux commencer par sous-titre, ce qui n'est pas très logique. Le survivalisme à la française, c'est pour nous démarquer de quelque chose que tout le monde connaît, d'un mot que tout le monde connaît, qui est survivalisme. Alors, survivalisme, ça fait penser aux films, ça fait penser aux dystopies, ça fait penser aux Américains avec leur finesse et leurs flingues et leurs rangers, quoi, en gros. Ça fait penser tout de suite comme ça qu'on se dit, tiens, mouvement paranoïaque, bunker, etc. Bon. Donc moi, je mets survivalisme à la française pour bien se démarquer, pour dire que nous, c'est pas du tout ça. Et que moi, c'est pas du tout ça, c'est vivre autonome. Et vivre autonome, c'est un courant qui n'est pas de l'autonomie, mais de l'autonomisme que je prône pour retrouver une forme, on va dire, de souveraineté dans nos vies et dans notre pays même. Voilà. Tu as commencé à en parler, quelle est la principale différence pour toi entre le mouvement américain et le mouvement, on va dire, qu'on essaye de construire en Europe en termes d'autonomie? Quelle est la principale différence, au-delà de l'image du cliché? Est-ce que dans la vision de la société, parce que tu le détailles très bien dans la première partie du livre, hein, avant de donner plein d'exemples et t'intéresser à plein de thématiques particulières, tu expliques vraiment en disant, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment avec l'autonomie à l'européenne et surtout à la française, c'est ça qui nous intéresse ici, par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir? Quels sont les principaux centres de différence, quoi? Euh, aux États-Unis, le survivalisme, comme je dis toujours, a commencé au moment de la guerre froide, et c'est une véritable doctrine, donc inculquée par le gouvernement, qui va jouer sur une peur qui, à mon sens, était imaginaire, c'est-à-dire la peur notamment nucléaire, la peur de la catastrophe qui arriverait de la part de l'ennemi numéro un, qui était l'Union soviétique. Et donc, pour faire front ensemble, on va distribuer des fascicules dans tous les foyers européens et américains, en leur disant que faire en cas de catastrophe. Et le terme un peu consacré aujourd'hui dans les milieux de l'autonomie et du survivalisme aussi, d'ailleurs, c'est la rupture de normalité. Mais la rupture de normalité, c'est vraiment la catastrophe. Et donc, ça induit une manière de penser, de voir le monde chez les Américains euh, qui a perduré bien au-delà de la guerre froide, en vérité. D'ailleurs, il faut voir dans leur caractère, d'ailleurs, que on est plus paranoïaque aux États-Unis qu'ici. On a d'abord une culture des armes, dont on voit qu'elle donne plus ou moins des bons résultats. Mais finalement, il y a assez peu d'accidents chez eux en comparaison du nombre d'armes qui circulent. Peut-être proportionnellement, je ne sais pas, je n'ai pas étudié les chiffres, mais peut-être moins que chez nous, où pourtant les ports d'armes ne sont pas autorisés, en tout cas pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas chasseurs professionnels, tireurs sportifs, etc. Donc, en tout cas, chez eux, ça induit un mode de vie très particulier et une vision du monde. Et, euh, et aujourd'hui, il y a des groupes survivalistes qui ont continué à vivre et qui se sont même formés, qui ont découlé de là, et qui, eux, vivent un peu
avec une vision du monde qui est que le danger vient de partout. D'abord, il vient de l'autre, donc c'est quand même un rapport à l'autre qui est quand même très particulier parce que, comme je dis toujours, le pire n'est pas toujours sûr et l'autre n'est pas forcément un ennemi. Mais là, donc, on éprouve le besoin de se défendre et d'être dans cette forme de paranoïa, il faut le dire, et donc on va s'entraîner. Donc, vous avez des groupes qui sont à la limite même carrément paramilitaires et d'autres groupes et le reste de la population. On le voit chez les milliardaires qui aujourd'hui se font construire des bunkers. Nouvelle-Zélande. Euh, ouais, alors dans le désert, ça a commencé. En Nouvelle-Zélande, c'est plus récent. Vous avez même un milliardaire célèbre là qui a dégagé, je crois, 100 places qui va les vendre et donc tout le monde va se battre pour aller dans son bunker de Nouvelle-Zélande ultra luxueux, enfin le top du luxe, quoi. Euh, et, euh, et donc ça veut dire qu'il y a un mouvement là qui s'opère à nouveau depuis quelque temps. Là, chez les milliardaires en général d'origine américaine, canadienne, enfin en tout cas de là-bas, qui devrait d'ailleurs nous interpeller et qui, à mon sens, dit quelque chose. Alors, bien sûr, la paranoïa ne les a jamais quittés parce qu'ils sont conscients du chaos du monde et ils sont bien placés d'ailleurs pour savoir que le chaos est réel, que ce n'est pas un sentiment de chaos et d'insécurité pour le monde, mais en vérité, eux, ça les touche pas. Hein. Euh, donc c'est assez curieux ce mouvement-là avec de la Nouvelle-Zélande. Vous savez pourquoi la Nouvelle-Zélande? Parce que c'est un endroit où on peut se protéger particulièrement bien des relents nucléaires, n'est-ce pas? Donc c'est une zone très protégée. Et donc à mon sens, ça n'est pas un hasard si actuellement il y a un repli de la construction de bunkers pour les multimilliardaires là-bas à l'heure où peut-être les fractures avec les peuples se creusent de plus en plus. Et puis, il faut dire aussi, bon, alors aussi à leur décharge, que aux États-Unis, la nature, vous savez que le, le survivalisme, c'est aussi un rapport à la nature, une nature qui peut être prude. Et nous, entre notre nature ici en France et la nature aux États-Unis, ça n'a rien à voir. D'abord, les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, on ne peut pas comparer l'Écosse avec le désert aux États-Unis. Vous voyez, enfin bon, beaucoup de. Et donc, il y a aussi ce rapport à la nature. Hein, nous, par exemple, au Cercle Aristote, on aime la géopolitique et on sait que la géographie aussi modèle un peuple aussi. Voilà. Oui, Donc, induit des il est changements. doublement modèle américain, d'abord par ses origines, hein, d'abord européennes, et quand on sait que les colons qui partent là-bas, c'est pas la crème de la crème, hein, donc ils font des descendants, bon, euh, donc descendants de forçats, c'est pas forcément la cour du roi Louis XIV. Bon, et puis ensuite, la géographie, quoi. C'était voilà. Donc tout ça ensemble, ça donne une sorte de mouvement survivaliste qui a perduré et puis qui a construit ses courants, ses mouvements. Mais vous voyez que ça va du groupe paramilitaire, qui ici est épiphénoménal, hein, je te tiens quand même à le dire, aux milliardaires qui se font construire leurs bunkers et qui, eux, sont aussi des survivalistes. Alors, ils ne partent pas en bushcraft tous les week-ends, mais l'esprit est là quand même. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une question que j'avais toujours voulu te poser, et tu vas pouvoir répondre relativement rapidement là-dessus. Comment est-ce comme toi, une personne qui est une femme de lettres, une journaliste, une professeure, quelqu'un qui aime les belles écritures comme ça. D'ailleurs, je tiens à dire, pour l'avoir lu complètement, le livre est extrêmement bien écrit. Hein, il y a quand même, il y a quand même pas un vocabulaire. On a senti que tu t'es fait plaisir, mais il y a quand même un truc. Quel a été ton parcours, toi, avec ce mouvement autonomiste, ce mouvement survivaliste? Comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser à ça et à aussi en inscrire un certain nombre de programmes, de méthodes dans ta vie à toi? Quel était le parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce sujet et que tu t'es dit, waouh, c'est hyper intéressant? Il y a deux choses principalement. D'abord, il y a le souvenir de mes grands-mères. Les deux sont le livre
Personne ne le remarque parce que c'est toujours les dédicaces, elles sont toujours mal fichues dans les livres, elles sont après 2 pages de couverture, etc. Mais je les ai dédiées parce que c'était des femmes qui m'ont transmis des modèles, comme je le dis, de courage et d'indépendance. C'est des femmes qui avaient connu la guerre, qui étaient chacune des héroïnes dans leur genre. Il y en a une, elle était la seule femme à l'époque dans la zone où elle était à partir sous les bombes chercher les blessés, elle était infirmière, mais ça n'empêchait pas d'être une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a bon, a vécu des choses pas évidentes, qui était capable d'élever des enfants toute seule, qui était capable Enfin, elle savait absolument tout faire et pourtant c'était des milieux privilégiés. Et l'autre aussi, mon autre grand-mère, elle a vécu aussi des épreuves inouïes et pour être de la très grande aristocratie, pour autant, elle savait absolument tout faire, c'est-à-dire tuer ces animaux, les poules, les lapins en une fraction de seconde. Ils avaient une caresse et hop, ils étaient déjà morts. Bah, quelle technique, c'est merveilleux. Mais en fait, et avec une humanité inouïe. Et comment ces femmes savaient-elles tout faire? Je ne sais pas. Et en plus, mes grand-mères étaient très artistes. Il y en a une, elle a eu un prix international de chant. Bon. Donc, c'était des femmes multicartes et qui ne se plaignaient jamais. C'est-à-dire qu'elles avaient vécu des choses inouïes. Et nous, aujourd'hui, dès qu'on se casse un ongle, la moindre chose vous angoisse. Et donc, c'est pas admissible, en fait, que maintenant, quand je repense à mes grands-mères, tout ça. Et puis, je me suis, on parle des ruptures de normalité en termes dans le domaine de l'autonomie, et puis du survivalisme. Mais nous, on a une rupture très grave, mais autrement plus grave que celle-là, qui est la rupture de transmission, de chaîne de transmission. Et entre moi et mes grands-mères, mes grands-parents, parce que mes grands-pères, mes arrière-grands-pères étaient fabuleux aussi. C'est d'ailleurs d'où je trouve que c'est une grâce de connaître ses ancêtres, et je pense que priver des enfants de ça, c'est gravissime. Mais bon, voilà. Ceci est un autre débat. C'est quand même quand on peut le faire, il ne faut pas les en priver. Et donc voilà. Mais en tout cas, entre eux et mes parents, alors que je ne mets pas du tout en cause, mais c'est une génération, je parle de leur génération, qui était la génération des 68 arts, qui ont vécu leur jeunesse dans les années 70, puis qui après, nous, ont eu leurs enfants vers la fin des années 70, au milieu des années 70, début 80, c'est-à-dire ma génération. Eh bien, il y a eu cette rupture avec leur génération à eux. La génération micro-ondes et congelée, vous voyez, d'accord? Donc, et puis urbanisation sauvage. Donc ça, moi, à un certain âge, vous savez, la vraie réflexion, le moment où vous commencez à vous connaître, c'est 30 ans. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, je donne. C'est souvent que les gens, vers la trentaine, ils retournent à leurs origines, à leurs sources. Ces moments, ils vont s'intéresser à l'exploitation familiale, à la société familiale, retrouver sa famille, ses racines. Voilà. C'est à ce moment-là que ça se fait souvent. Après, il y a à la quarantaine, si vous pouvez. Mais à 30 ans, on prend conscience de beaucoup de choses. Et quand je suis arrivée à la quarantaine, là, je me suis dit, je me suis dit, mais ma fille, et pourtant, Dieu sait que je fais beaucoup de choses toute seule, tu as les pieds dans le même sabot, parce que je repensais à mes grands-mères. En vieillissant, on repense au passé. Et, et la crise, entre guillemets, Covid, si on va s'appeler ça une crise, c'est plutôt une crise d'inconscience de notre part qu'une crise, vous voyez, une crise d'inconscience du peuple qui s'est laissé mener par le bout du nez. Mais en tout cas, il y a eu cet instant, on va dire l'instant Covid, et où on s'est dit que là, les ruptures de normalité, on l'a vécu, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous êtes privé quasiment de toutes vos libertés. Alors, en termes de rupture de normalité, c'est quand même très, très fort. C'est une expérience assez étonnante où on vous dit, vous qui êtes majeur et entre guillemets vacciné, bah, tu vas rester chez toi, quoi. Voilà. Alors, le droit fondamental qui est le droit de circulation, d'un seul coup, pour un virus, alors qu'il y en a eu des beaucoup plus virulents dans l'histoire, ben, on vous dit, voilà. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, si on est aussi soumis à l'État, et quand je dis l'État, au bon vouloir de tous les courants, de tous les lobbies qui sont derrière aujourd'hui les États, et notamment par exemple la Commission européenne pour ce qui nous concerne,
Donc, quand je dis tous les lobbies, c'est-à-dire tout le fric qui est derrière et tous les gens qui mènent le monde avec leur fric. Eh bien, nous, si on n'est pas capable de faire un minimum de choses tout seul, bah, du jour au lendemain, on te dit tu restes chez toi, mais tu restes chez toi avec confiné et tu sais plus rien faire. Tu sais pas te chauffer. Du jour au lendemain, il peut y avoir une rupture de normalité. Ils vous disent on coupe l'eau à tout le monde, donc on coupe l'électricité, donc il y a plus d'eau, donc enfin il y a plus rien et c'est tout de suite le chaos. Et donc ça, je me suis dit, c'est que cette sensation d'enfermement n'a pas donné naissance au livre parce que j'y pensais depuis assez longtemps. Comment reprendre le lead sur nos vies d'hommes urbains, ultra urbanisés et complètement coupés de la nature, mais aussi parfois du réel. Je suis désolée, mais oui. Eh bien, là, ça a été un peu le déclencheur. Je me suis dit, là, il faut passer de l'idée à l'action. Et voilà, quand le Cercle Aristote m'a demandé de le faire, moi, j'étais vraiment très contente. Et puis, voilà, donc ça, c'est les deux phénomènes. Et puis, en tant qu'urbain, je me suis dit, on est encore plus touché par cette rupture de transmission, de chaîne de transmission. On est enfermé dans nos appartements, on a une vie facile parce qu'on appuie sur un bouton pour tout. On ouvre un robinet, on allume la lumière, on descend dès qu'on a oublié quelque chose, faire quelques courses et on ne sait plus faire grand-chose. Or, nous sommes combien? 80% d'urbains, vous vous rendez compte? Donc, s'il y a une vraie rupture de normalité, eh ben plus personne ne sait faire quoi que ce soit. Et là, j'ai voulu, en faisant ce livre, m'adresser aux 80% d'urbains, mais pas seulement à eux, parce qu'il y a des choses où il faut être un peu moins urbain pour y accéder. Mais en fait, c'est un livre qui est fait pour que vous puissiez tirer un minimum vos marrons du feu en cas de problème. Et les problèmes, on va peut-être en parler, aujourd'hui, ils sont légion et on ne sait même pas les voir Oui, parfois. et bien justement, on va parler d'un premier, puisque début janvier, le gouvernement a annoncé que dans le cadre des essais de restrictions énergétiques, le département du Puy-de-Dôme, donc la région de Clermont-Ferrand, serait potentiellement voilà, mise en place pour tester des restrictions via le compteur Linky, donc plusieurs heures par journée, vous n'aurez pas de courant afin de limiter l'énergie, l'électricité. Donc là, ça commence à être dans du concret, c'est plus seulement des aspects, on va dire, théoriques, il va y avoir des difficultés de chauffage liées à des problèmes économiques ou comme ça, mais on a des problèmes vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité, quoi, qui est distribuée, ou ça peut être plus de chauffage, ou des choses comme ça. C'est un des premiers problèmes qu'on voit, à l'occasion également de la crise ukrainienne qui a bon dos, hein, évidemment, sur cette question-là, parce que le programme électronucléaire avait été commencé à être saboté bien en amont, et ben, ça montre une fragilité, une vulnérabilité quand on n'est pas capable de produire une partie ou la totalité de sa propre électricité. Et c'est un des points justement que tu montres, parce que c'est là, c'est dans l'actualité, c'est ce mois de janvier, les annonces du gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, J'appelle ça le fait du prince. Voilà. Donc ce livre, il est fait pour se libérer d'une certaine manière de la tutelle de l'État, mais je ne suis pas complètement contre l'État. Je pense que c'est aussi la perte de son pouvoir régalien qui nous met dans cet état-là et la perte de l'autonomie de l'État par rapport à des intérêts qui ne sont pas les intérêts de notre pays. L'origine du mal est là. Donc là, c'est le fait du prince. Et c'est le fait du prince qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas du tout le fait de la France. C'est-à-dire que nous avons des forces opposées, des forces contraires. Ça s'appelle la guerre économique et la Troisième Guerre mondiale. On est en plein dedans. Et donc, on le voit chaque jour avec notre situation qui dégringole. Et elle passe notamment par l'énergie. Vous voyez, le portefeuille, l'énergie, c'est comme ça qu'on abat un peuple. Or, nous, comme le dit très bien d'ailleurs un autre auteur du Cercle Aristote, d'ailleurs, que je citais dans mon livre avant même de savoir qu'il allait être publié par le Cercle Aristote quand j'ai commencé à travailler. Donc, c'est très amusant. Il s'appelle Maxime Amblard et qui nous dit qu'en fait, ces attaques, qui sont des attaques du nucléaire, puisque nous sommes le pays du nucléaire, en fait, elles datent déjà de Chirac.
hein, qui déjà avait, bon, il faut lire son livre et puis vous verrez bien, mais ce sont des attaques déjà qui étaient déjà féroces. Et puis, pourquoi? Parce qu'en fait, la France, étant un pays nucléaire, elle était absolument au top. Elle avait un savoir-faire pour construire les centrales, elle était au top du top. Et nous, l'électricité, l'énergie, elle devrait être quasiment gratuite. Vous vous rendez compte? Gratuite. Et comment se fait-il qu'on soit arrivé aujourd'hui dans cette situation où on dit aux gens, non seulement, vous savez que cette année, l'électricité aura augmenté finalement en quelques mois, hein, parce que voilà, de 40%. Là, on annonce encore une hausse de 10%. Mais est-ce que c'est admissible? Parce que tout ce qui a été mis en place, ce sont nos grands-parents, nos grands-parents qui l'ont mis en place. Et de quel droit? Au nom d'intérêts étrangers, d'autres intérêts, on bousillerait tout ça et en plus, on abattrait tout notre système économique. Parce que combien d'entreprises, moi qui suis journaliste, combien d'entreprises est-ce que je rencontre et qui me disent mais ma facture d'électricité a augmenté de 50%, parfois 80%, parfois 100%. Et or, l'énergie, c'est souvent le nerf de la guerre pour beaucoup d'entreprises, en tout cas pour ceux qui font, qui sont productifs, c'est-à-dire les vraies entreprises, celles qui produisent. Et donc, là, aujourd'hui, on nous dit, ben, maintenant, même vous, chez vous, ah bah écoutez, il va falloir mettre des tulles, hein, comme dirait un nullissime ministre de l'économie, qui aussi économiste que moi, je suis plombier zingueur, et qui voilà, nous recommande de mettre des pulls. Et maintenant, on nous dit, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Et puis, et comme vous êtes de bons abrutis, vous allez même lever la main et vous allez dire, ben moi, je suis content d'être cocu bientôt, et donc je veux bien faire l'expérience de la coupure totale d'électricité chez moi. Voilà. Sachant que c'est comme pour les voitures, on vous a dit oh là là, il faut tous passer au diesel. Oh là 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 là, t'es au diesel, t'es le pire salopard qui soit anti-écologique. Et ben là, on vous a dit ah, il faut que tout le monde passe à l'électrique. Hein. Oh là là, il faut se chauffer à l'électricité. Maintenant, il faut que les radiateurs soient électriques, tout soit électrique. Ta super VMC, elle va marcher à l'électricité. Ta super pompe à chaleur, enfin tout. Et puis là, on te dit ah ben non, non, non. Ah non, c'est même pas encore fini d'être installé, hein, tout ça d'ailleurs, hein, pour la rénovation énergétique, que déjà on te dit ah non, non, il faut arrêter de consommer l'électricité. D'ailleurs, on va tout couper. Hein. Donc ta VMC, tous tes trucs, là, tous tes bazars, et tous tes radiateurs électriques et tout, ça c'est fini. Donc le prince appuiera sur un bouton, via son serviteur Engie, et puis terminé, tu n'auras pas d'électricité. Mais comme tu es un gueux, un abruti et un gueux, on va te donner 10 € pour faire l'expérience de la cocufication. C'est pas beau ça? Ah, c'est beau, hein. Ouais, grâce à Linky, hein, on remercie l'utilisation de ce compteur qui est un outil justement qui sert justement, comme tu as dit, le fait du prince. Donc ça c'est sur l'aspect énergétique, mais c'est pas le seul. Hein. On a appris également 2023, il y a eu un fait extraordinaire enfin extraordinaire dans le sens négatif, hein, pour un pays comme la France, qui est un des greniers agricoles de l'Europe et du monde. À partir Ah, de oui. 2023, la France maintenant est importateur net de nourriture. J'arrive pas à finir la phrase tellement elle me paraît improbable, moi en tant que Suisse, qui a l'habitude d'importer de la nourriture, notamment depuis de pays qui ont des surplus, hein, notamment depuis la France ou d'autres pays comme ça, l'Italie, l'Espagne et compagnie, pour certains produits. Donc là, la France, qui était un des greniers du monde, enfin du monde européen en tout cas, aujourd'hui n'a plus de suffisance, n'a plus tout à fait de suffisance alimentaire. C'est quand même un truc dingue aussi dans ce secteur-là, quoi. Ben, vous savez d'où ça vient quand même, hein. Ça vient du général de Gaulle. Alors, je suis désolée, ça va pas du tout plaire là au cercle Aristote. Mais les grandes attaques contre notre système agricole a commencé là. Et tous ceux qui, d'ailleurs, étaient paysans à l'époque, avaient des exploitations, ont eu conscience. Moi, je me souviens de mes grands-parents, ma grand-mère, mes oncles et tantes, tout ça, m'en ont parlé de ça. Et aujourd'hui, ben, on est arrivé, enfin, la logique s'est poursuivie, a empiré considérablement avec évidemment l'Europe, enfin le Parlement européen, qui ne cesse de nous planter des couteaux dans le dos dans tous les sens, avec le Mercosur, le CETA, alors maintenant on va tout importer de Nouvelle-Zélande, on importe tout partout, et puis les pures saletés, hein, attention.
Et donc, avec de la concurrence déloyale. Donc, tout ça, c'est pour abattre nos paysans, notre paysannerie. Mais ça avait commencé sous De Gaulle. Et il y avait un de ses ministres, je crois, qui disait, et quand certains syndicats lui avaient dit, et moi, ma famille l'a entendu, hein, de leurs propres oreilles, il dit, bah oui, mais vous vous rendez compte que là, on va atteindre finalement notre souveraineté alimentaire, et puis on est un pays agricole en France. Et il s'était entendu répondre, le monde nous nourrira. Donc vous voyez que cette idéologie est ancienne, en fait, et ça fait 70 ans, 60-70 ans qu'on est sur cette pente. Et aujourd'hui, ça n'atteint pas que la France, bien sûr, ça atteint d'autres pays européens. Et vous voyez ce mouvement prodigieux en Allemagne de milliers de paysans rejoints maintenant par les camionneurs, etc., qui bloquent les routes. Vous avez vu à Berlin les manifestations qui sont merveilleuses, enfin, c'est beau en même temps, mais c'est l'énergie du désespoir, je dirais, qui nous renvoie d'ailleurs à des révoltes qui ont eu du côté de Toulouse, un peu partout en France, en Bretagne, récemment aussi, de paysans qui disent, on est en train de mourir. Vous savez que c'est la population, il y a le plus de suicides. Moi, j'étais allée à une conférence de presse sur le sujet il y a quelques années, au Salon d'agriculture. Les chiffres étaient effrayants. Et il n'y a aucune aide qui est apportée, en vérité. Et donc, et ça continue. Les attaques contre eux continuent, vous voyez. Et donc là, avec encore il y a toujours plus de normes, vous voyez, toujours plus de contraintes, d'administratifs, et toujours plus d'ouverture à la concurrence déloyale, qui évidemment n'est pas soumise aux mêmes règles que nos paysans. Mais qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Et alors après, c'est un choix. Moi, l'autonomisme, il y a toute une partie intellectuelle, entre guillemets, hein, où je parle de comment remettre de l'ordre dans sa tête. Parce que vous ne pourrez jamais être un autonomiste, jamais, je ne parle pas d'autonomie, hein, d'autonomisme, vous ne pourrez jamais être autonomiste et vous sauver vous-même et sauver vos proches et même sauver votre pays, parce que là, c'est de ça qu'il s'agit, si vous n'avez pas changé le logiciel. Donc, la première partie du livre, elle est indispensable. Il ne faut pas lire que la deuxième partie, qui finalement est rigolote. Enfin, bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient ri. Hein. Je veux dire, j'ai des gens qui sont dans la sécurité très, très haut placés dans notre pays, aussi bien que des barbus, des gens ultra voilés. J'ai toutes sortes de gens qui sont venus chercher ce livre. Et beaucoup m'ont dit, et puis après, quand j'ai des retours, ils m'ont dit, on a bien ri. Donc, il est facile à lire, hein, ce n'est pas le sujet. Mais il n'empêche que vous allez, en fonction de ce que vous êtes, trouver les réponses et savoir non pas comment mettre en place des solutions d'autonomie, mais quel autonomiste vous êtes. Et ça, c'est important. Mais il n'empêche que la résistance aujourd'hui est de mise, parce que l'énergie, sans énergie, on ne fait rien. Et bon, après, j'explique comment produire sa propre énergie éventuellement et comment vivre avec un minimum. Mais surtout, la deuxième chose, après, je te laisse poser ta question, c'est, du coup, je t'ai vu lever la main, ça m'a troublée. Je continuerai après, vas-y. Non, mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que avant, parce que je vais te lancer justement là-dessus, donc comme ça tu peux faire une micro-pause, c'est que le livre, là, je l'ai dans les mains, et il est divisé vraiment en deux parties. Il y a 100 premières pages, on va dire, jusqu'au chapitre 4, les pôles de l'autonomie, dont tu vas commencer à parler. Donc il y a une centaine de... Il y a 100 premières pages où justement il y a tout ce côté approche, méthode, aspect théorique, intellectuel, genre justement quel autonomiste êtes-vous, qu'est-ce qu'on entend par là, les différences, les points de vue. Et après, justement, si on s'intéresse à la deuxième partie du livre, c'est les pôles de l'autonomie. Et justement, tu parles de tous ces pôles, c'est la partie, on va dire, un peu plus marrant, où tu parles évidemment de la nourriture, de l'énergie, de l'eau, d'un certain nombre de sécurités, et surtout d'éléments de collectif, de réparage. Et là, tu nous expliques justement quels sont les pôles de l'autonomie à la française. Alors justement, Salza, est-ce que tu peux donner quelques exemples, voilà, que tu aimes bien dans le livre? Alors, on n'a pas le temps de tout détailler, bien entendu, mais Oui. quelques exemples de ce que ça veut, quels sont les pôles principaux de l'autonomie à la française. On a parlé de l'énergie, on a parlé de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autres qui t'intéresserait là en ce moment au vu de la période? Alors, je vais détourner un peu ta question, mais je vais y répondre, t'inquiète pas. Je dis que la première nécessité en termes d'autonomie, aujourd'hui, l'urgence, c'est de défendre nos paysans et nos agriculteurs. Voilà. Aujourd'hui, l'énergie, notre énergie à nous, notre propre carburant,
c'est d'être solidaire avec eux. Donc, les médias font un écran de fumée derrière ce mouvement qui commence à être européen. Mais ça, c'est l'urgence, parce que demain, vous avez vu que, par exemple, une pénurie de médicaments peut provoquer. Alors moi, bien sûr, je vais vous dire, cultivez vos simples. Et même si vous êtes urbain, sur votre balcon, votre bord de fenêtre, vous pouvez faire un petit carré des simples. Oui, d'accord. Vous allez pouvoir soigner ce que j'appelle la bobologie et arrêter d'engorger les cabinets des médecins, parce que de toute façon, il n'y en a plus assez. Et puis, il y a des tas de zones où il n'y a plus de médecins. Donc, il faut apprendre à vous soigner vous-même pour ce qu'on appelle la bobologie. Il y a des tas de choses que justement mes fameuses grand-mères savaient soigner. Donc, on allait beaucoup moins chez le médecin et on était soigné pour toutes sortes de choses. Une, une, voilà, des tendinites, des brûlures, des choses qui étaient vraiment des angines, des maladies respiratoires. Tout ça, elle savait très très bien le faire et jamais de problème. Donc ça c'est sûr. Mais quand même, la nourriture, notre autonomie et notre souveraineté en ce domaine, ça c'est absolument vital. Parce que comme on est 80% d'urbains, on n'aura pas tous des champs à cultiver, des jardins potagers à faire. Et donc ça, j'en parle de comment cultiver même en ville, même dans son salon, faire des choses. Mais il faut pas rêver. Pour être en autonomie, c'est un travail qui est considérable, même en permaculture. Hein, et il faut déjà avoir la santé, il faut avoir le terrain, il faut avoir le temps, voilà, toute cette énergie, et puis un savoir-faire, et puis on fait avec la nature. Et donc la nature, par définition, elle est capricieuse, elle fait ce qu'elle veut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, par exemple, le 14 janvier, si vous regardez l'état de la planète, le nombre de catastrophes naturelles qu'il y a eu rien que le 14 janvier. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est très amusant. Alors, les vagues qui font 15 mètres, les tremblements de terre, les feux qu'on n'arrive plus à arrêter, tout ça sur la planète, vous voyez, des choses absolument inouïes. Donc la nature fait un peu ce qu'elle veut. Donc moi, je pense que déjà, un peu de solidarité et de souveraineté dans notre pays, ça c'est le préalable et c'est l'urgence absolue, vous voyez. Donc dans les solutions, il y a les solutions plus musclées, c'est-à-dire ceux qui bloquent les routes, nos paysans, hein, dont on parle pas, mais allez vous renseigner parce que de toute façon, c'est pas sur les grands médias de désinformation que vous trouverez l'info parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont des financements à la fois gouvernementaux et puis aussi, vous savez, tous les milliardaires. Il y a presque pas de médias aujourd'hui qui soient suffisamment libres et indépendants pour vous donner tout ce dont vous auriez besoin. Et donc, voilà, donc ça me semble l'urgence. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aller au plus court, comme certains restaurants le font. Vous savez, moi, je suis journaliste bon, je fais tout ce qui est patrimoine, culture, évidemment, mais aussi, je parle de gastronomie depuis très longtemps. La table. Et ah oui, la table, oui, bien sûr. Ah ben, le nerf de la guerre dans tous les sens du terme, et de la diplomatie, hein, d'ailleurs. Bon. Euh, et ça, c'est très important, ce que l'on a dans l'assiette. D'abord parce que voilà, c'est la diplomatie, c'est le bon vivre ensemble, le partage. C'est que ta nourriture soit ton médicament, donc c'est savoir se nourrir et savoir où prendre sa nourriture. Donc prendre sa nourriture, c'est-à-dire les circuits les plus courts, comme font les restaurants que j'aime. Et ça veut dire que nous, on peut aller dans les AMAP, on peut aller faire la cueillette à la ferme, on peut aller prendre le colis paysan et se le faire livrer, et puis surtout aller à la source dès qu'on peut. Et puis les AMAP, c'est bien, parce qu'en ville, comme ça, vous recevez votre panier, vous rencontrez des gens qui ont les mêmes idées que vous partagez des choses, et ça permet de recréer des réseaux dans les villes. Ça, c'est le premier conseil très, très concret que je peux donner. Puis si vous pouvez... aller les rejoindre à Berlin, aller les rejoindre dans la région de Toulouse, en Bretagne, partout où les paysans résistent. Et puis après, il faut prendre tous les moyens qui s'imposent parce que c'est une question de survie. Voilà. On est vraiment, en fait, ce que tu dis aussi, c'est que cette question d'autonomie, c'est aussi un retour au concret. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'os dans certain nombre dans pas mal de thématiques vraiment vitales, hein, l'énergie, pardon, excusez-moi, l'énergie, la nourriture, la santé, voilà, on arrive vraiment arrivé à l'os où les services où l'approvisionnement ne fonctionne plus, et donc du coup là c'est Ah oui, vraiment une question de survie quoi. vous l'avez vu là en novembre dernier.
il y a la tempête Kiaran. Vous savez qu'il y a des endroits où pendant des jours et des jours, voire une semaine, tout a été bloqué. Et donc, bon, c'est passé beaucoup à la campagne, en Bretagne, etc. Et donc, ceux qui étaient autonomistes, justement, ont pu aller aider les autres qui appelaient au secours. Et c'est aussi parce qu'à la campagne, il y a plus de solidarité que dans nos villes. Donc, moi, j'appelle à recréer des mouvements dans les villes, comme les colibris, par exemple, dont je parle, pour pouvoir se serrer les coudes en cas de rupture de normalité. Et là, la tempête Karan, c'en était une. Oui, Et là, les services de l'État n'ont pas suivi. Là, il y a eu un épisode. J'aime bien les épisodes de froid. Maintenant, on vous annonce des épisodes de froid, des épisodes neigeux. En fait, non. En vérité, ça s'appelle tout simplement l'hiver. Hein, ok, d'accord. Donc, les épisodes neigeux de glace, il y en a eu quelques heures à Paris. Ça a même réussi à bloquer le métro. Enfin, on ne comprend pas comment. Bon, c'est dantesque hein, quand même. Donc, Kiaran, c'était très intéressant de voir que les autonomistes ont été appelés à leur rescousse et qu'il y a un mouvement de solidarité qui s'est fait pour que les gens qu'on puisse continuer à avoir de l'eau, un minimum d'électricité et pouvoir communiquer entre eux. Par exemple, le réseau des colibris, il y a un certain nombre de réseaux comme ça aujourd'hui. Vous pouvez vous recréez une mini-société dans un périmètre de 20, 30, 40 km autour de chez vous. Mais enfin, en général, c'est plutôt 15. Et on peut comme ça communiquer, même avec de la radio, avec, voyez, et à partir en vélo pour s'entraider, voilà, en cas de problème. Dernier sujet également, parce on avait vu ça en 2023, dans la deuxième partie de l'année 2023, ce qui s'était passé à Mayotte, justement, avec les problèmes purement les gens n'avaient plus d'eau à boire. Non seulement il y avait des problèmes de violence, les problèmes de surcapacité voilà, de l'accueil de l'île, mais nos camarades mahorais, il y en avait beaucoup qui fuyaient. Les services de l'État avaient complètement déserté, ne fonctionnaient plus, et on a eu des graves problèmes liés basiquement à l'approvisionnement d'eau, qui est quand même une des ressources principales, en tout cas quand on parle la ressource de la survie, même avant Oui, l'énergie, c'est avant la la vie. nourriture, c'est l'eau, quoi. Et donc, que penser de ce qui Oui, s'était passé à... Que penser de ce qui s'était passé justement à Mayotte, qui est quand même sur le territoire français, quoi qu'on en pense, quoi. Bon, alors déjà, Mayotte, c'est quand même un territoire oublié. Enfin, j'aime pas le mot de territoire, hein, mais bon, enfin, c'est pas grave. Mais peut-être que je pourrais d'ailleurs l'employer plus parce que on leur a proposé d'être français, ils ont accepté d'être français, mais si c'est pour aussi autant les maltraiter, c'était peut-être pas la peine, quoi. Bon. Donc ils sont très très oubliés, donc ça c'est normal. Mais sur les îles en général, hein, on fait pas tout ce qu'on devrait faire. Mais l'eau c'est le nerf de la guerre, c'est pour ça que j'y consacre un chapitre entier. Et autant quand vous êtes dans la nature, vous arrivez à récupérer l'eau, il y a un certain nombre de choses qu'on arrive à faire. En ville, c'est plus compliqué, donc c'est pour ça que je parle des sources, de comment on peut récupérer son eau, bien sûr, même en ville, mais en appartement, c'est plus compliqué, mais on peut quand même un peu. Ensuite, je parle des sources, je parle du traitement de l'eau, voilà. L'eau du robinet, elle est plus extrêmement, enfin, elle est buvable encore, mais il y a des normes qui n'ont pas été remises au goût du jour, en fait, et, euh, et on n'a plus, et on n'a pas refait suffisamment bien nos usines de traitement de l'eau pour pouvoir enlever certains composants aujourd'hui qui sont apparus plus récemment que la mise en place des normes et surtout des usines de traitement. Ouais, les Donc, perturbateurs endocriniens, les produits chimiques, tous ces produits-là, quoi. ouais, ouais. Et d'autres, ouais, il y a de nouvelles molécules et voilà. Donc, je parle de ce chapitre qui est quand même fondamental, évidemment, et je raconte l'histoire d'une dame, d'une grand-mère qui avait connu la guerre et qui est la grand-mère d'une jeune femme dont je parle dans le livre, qui elle est très spécialisée dans l'eau et qui organise justement des stages de survie, elle plutôt dans la nature. Et sa grand-mère à la campagne a eu une crue et une panne d'eau aussi, comme il peut y en avoir tous les ans en France.
Et donc l'eau arrivait très très boueuse, toute noire, enfin marron, du robinet. Donc c'était l'affolement général. Il y a eu très vite une rupture de bouteilles d'eau. Ils n'ont pas été approvisionnés. Donc c'était l'affolement, voilà, tout de suite, tout de suite. Et elle, aucun affolement, aucun problème. Elle a pris ses bas, vous savez, ses collants de femme, quoi. Elle a filtré l'eau tranquillement, et puis elle l'a fait bouillir, et puis voilà. Mais justement, Voilà, ça me fait beaucoup rire en fait cette anecdote, je la raconte souvent parce elle est tellement parlante, vous voyez? Elle est, elle est, moi j'aime bon, moi le terme de sobriété heureuse, de Pierre Rabhi, c'est la solution. C'est-à-dire que la solution, c'est pas de vivre dans son van. Vous savez, il y a un grand mouvement, la grande mode des vannes, parce qu'il faut pas chercher à s'appauvrir absolument, parce que ça arrange bien le système en fait. Ça les arrange de nous appauvrir, c'est tout ce qu'ils cherchent, c'est d'appauvrir le peuple. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Enfin, vous savez qu'il y a en ce moment, il y a un mouvement des riches patriotes aux États-Unis qui disent, nous, on est multimillionnaires, parfois milliardaires, et on comprend pas pourquoi nous, on paye moins d'impôts que les gens qui travaillent, et pourquoi le fossé se creuse entre nous et le peuple. Et donc, vous voyez, c'est pas parce que vous êtes milliardaire que vous êtes forcément mauvais, mais ils sont une minorité, hein, une toute petite minorité. Donc on voit très bien que l'intérêt, c'est que le fossé se creuse, et ces lobbies, ces instances, ces milliardaires de Davos, tiennent des propos, qui ne laissent planer aucun doute là-dessus. Donc voilà, on est tous en train le peuple et les classes moyennes sont en train, et même les petits, ce que j'appelle les petits riches, hein, parce que vous avez 1 000 000 €, vous êtes riche, c'est rien, ou 2 ou 3 même, c'est comparé à ces gens qui ont le PNB des États à chaque poignée. Donc il y a une volonté d'appauvrir, donc ça, il ne faut pas l'accepter, et donc c'est pas la peine d'aller vivre comme un gueux, parce que vous pourrez en plus aider personne. Mais par contre, être autonome, c'est une autre démarche. Moi, je suis une écologiste intégrale, pour autant, ce que je recommande dans les livres n'est pas forcément complètement écologique. Parce que le prix de la liberté, il n'est pas forcément écologique. Moi, ce que je dis, c'est lorsqu'on vous, heu, lorsque l'on veut vous aliéner et puis vous priver du jour au lendemain, de ce qui peut vous faire vivre, c'est quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place? Et puis, et parce que du jour au lendemain, pareil pour votre habitation, si vous avez 3 pièces et que d'un seul coup, la facture d'énergie tout confondu augmente de 150, comme les taxes foncières, par exemple à Paris, les gens ont eu, heu en tout, plus 62,5 de taxes foncières comme ça, d'un seul coup, pour des appartements qui souvent sont même pas remboursés. Donc c'est le fait du prince partout. Donc il faut avoir les reins suffisamment, garder les reins suffisamment solides et rester dans le système pour pouvoir le combattre de l'intérieur, et parce que si, vous êtes pas au bon poste pour prendre les décisions, bah, des salopards les prendront à votre place, vous inquiétez pas, hein. Donc bah, c'est pas la peine d'aller jouer, les énergumènes au fond des bois, hein, parce que de toute façon, vous serez rattrapés. Non, non, vous mettez en place, la solution d'autonomie, qui, est régie, par l'adage: «Gouverner, c'est prévoir». Mmh. c'est ça. Et Et en plus, vous allez faire des économies, et puis vous allez vous délester d'un certain nombre, de choses matérielles qui vous alourdissent de toute façon. Parce qu'on a fait de nous des consommateurs, mais le consommateur, qu'est-ce que c'est? Et d'abord, c'est un mot qui commence très mal, n'est-ce pas, déjà? Donc le consommateur, lui, au fur et à mesure qu'il consomme et qu'il pense toujours à acquérir des biens matériels, hem et qu'il a vraiment le nez heu, dans, ce qu'il y a de plus bas finalement, hein, eh bien, son cerveau, rétrécit, hein, et à force de regarder ses pieds, on regarde pas vers le haut, on n'est plus centré vers l'essentiel, et le nombrilisme, ça fait des petits soldats, de la consommation, et des gens qui sont plus capables de se battre, ouais, et bientôt, même leurs biens de consommation leur seront retirés. hem, Parce que, l'atteinte, suivante, c'est le droit de propriété, qui est pourtant, dans les droits la déclaration des droits de l'homme. Voilà, ça c'est aussi,
le fameux « vous ne posséderez plus rien ». Donc là, pour mettre en place de l'autonomie et a fortiori du survivalisme, vous n'êtes plus propriétaire de rien, voilà. Enfin, voilà. Non, c'était juste simplement pour dire que, évidemment, ces solutions et plein d'autres histoires sur tous les éléments qui constituent le survivalisme à la française, vous les retrouvez dans ce livre de Salza Bertin. Pour tous les spectateurs, les auditeurs qui seraient intéressés, évidemment, vous allez le retrouver sur la bibliothèque vous pouvez le commander chez Jean-Cyril Godefroy, vous pouvez le commander dans les librairies, vous pouvez le commander en ligne, vous le retrouvez partout. Salza, quels sont tes projets pour 2024 au niveau écriture, au niveau publication? Sur quoi tu travailles en ce moment? Alors je réfléchis à quelque chose de combatif, mais plus métaphysique, voilà. Je crois que le combat, déjà dans ce livre, vous voyez, il y a une partie plus intellectuelle qui vous montre comment changer le logiciel. Vous savez que même dans le domaine de la santé, il y a des gens qui arrivent à se guérir, à faire de l'auto-guérison, parce qu'ils changent dans leur tête, ils changent aussi des modes de vie. Là, en fait, je pense que le combat, bien sûr qu'il est intellectuel et matériel, mais il est aussi d'ordre plus métaphysique. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, à Gaza. Il y a des choses tout aussi abominables qui se passent dans le monde aujourd'hui, notamment au Sahel. Par exemple, les chrétiens se font massacrer dans beaucoup d'endroits dans le monde. La situation au Sahel est épouvantable. Mais Gaza, on le voit en direct. On voit comment une épuration ethnique se fait sous nos yeux, des crimes de guerre perpétuels sans que le monde bouge le petit doigt. D'ailleurs, je voudrais juste dire, c'est intéressant parce qu'en termes de résilience, j'en parle dans mon livre. Là, la résilience, vous la voyez aussi en direct. Des solutions de la low-tech dont je parle beaucoup dans le livre, parce que c'est un très joli mouvement, la low-tech, qui est arrivé en France il y a quelques années, qui est une manière de voir le monde. C'est pas de la décroissance, c'est une autre manière de voir le monde, et c'est pas non plus un pis-aller ou quelque chose qui vient au support, comme le dit Jancovici, qui, à mon avis, le loue dans la bergerie dans le domaine, et que voilà, il dit peut-être des choses intéressantes parfois, mais il a rien à voir avec ces mouvements-là. Voilà, ceci étant dit, voilà, je vais faire le dire. Mais en fait, on les voit, ça c'est merveilleux avec leurs solutions low-tech, ça c'est et leur résilience, comment ils arrivent encore à sourire au milieu de l'horreur absolue. Par contre, la résolution du mal et qui explose, et de toute cette inversion des valeurs partout dans le monde, le mal c'est le bien, le bien c'est le mal, la vérité c'est le mensonge c'est la vérité, c'est orwellien, ça c'est Orwell, mais on est en train de le vivre ici, maintenant, et partout, quasiment, ces forces-là ne pourront se combattre pas seulement avec des armes. Elles se combattra d'un point de vue métaphysique avec des armes qui leur sont inconnues. Et des armes d'armement intellectuel. Salza Voilà, c'est Bertin. sur quoi je travaille aujourd'hui. Ouais. On se réjouit de pouvoir découvrir ça en Voilà. 2024-2025. Salza Bertin, merci d'être venu sur la chaîne du Cercle Aristote. D'être enfin venu, on a réussi à le faire malgré les problèmes techniques. Merci de ta patience, Nicolas. Et oui. Et voilà, et d'avoir tenu bon, on a réussi. Mais bon, ce livre, on avait commencé la promotion avant l'été. Et puis, je crois qu'il est plus que jamais d'actualité. Puis, on essaiera peut-être de l'augmenter un peu, de changer quelques petites choses aussi. De faire une version rééditée, ouais. Ah ouais, mais il y a plein de belles nouvelles dans le monde, justement, de solutions d'autonomie, et qui nous viennent aujourd'hui. Il faut cesser d'être occidentalo-centré. Il y a beaucoup de belles solutions aujourd'hui qui nous viennent justement d'Afrique, notamment. Voilà. On regardera tout ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas à soutenir. Merci à toi, Nicolas. N'hésitez pas à soutenir le Cercle Aristote. N'hésitez pas à commander le livre de Salza Bertin si vous ne l'avez pas. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée en attendant la prochaine interview et la prochaine émission sur le Cercle Aristote. N'hésitez pas à vous abonner également. Merci, au revoir. Bientôt. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.